ça fonctionne. Cher Eric, je sais que le temps est compté. Je voudrais juste que tu nous dises une petite chose. Ça, c'est extrait. Alors, là, on n'est pas complètement dans l'hydrodiplomatie, quoique. Si nous revenons et si nous invitions donc Catherine de Russie, donc nous sommes au XVIIIe siècle. Dis-nous juste quelques mots. On va aller du côté de la Volga sur le sens du grand fleuve, sur ces habitants qui avaient le sens du grand fleuve. Qu'est-ce que c'était le sens du grand fleuve? C'est une histoire incroyable. Des initiatives multiples de Catherine II, d'avoir fait venir des Allemands qui étaient dans la misère parce que l'agriculture n'était pas développée, les installer sur le bord de la Volga. Et donc il y avait une sorte de communauté émigrée, exilée, qui était là, un peu perdue. Et ils ont d'une certaine manière, et ce roman, si ça, on pourra vous donner les coordonnées, ils ont échangé, ils ont guéri leur mal du pays par l'appartenance au grand fleuve, la Volga. Comme si, par les fleuves, ce qui est ma conviction la plus forte, on en a parlé, c'est la ville d'eau tout à l'heure, comme si, grâce au fleuve, on était toujours connecté à un coin de son pays. Et ils avaient cette boussole intérieure qui les orientait vers le fleuve. Alors, vous savez, le mot orienté. Orienté, c'était aller vers Jérusalem. Voilà. Hein, c'était le grand rendez-vous de Jérusalem. Eh bien, on a en soi-même une marche comme ça, une aiguille qui n'est pas vers le nord, mais qui est vers l'eau le plus proche, c'est-à-dire la vie. C'est-à-dire ça. Et toute cette histoire, parce que c'est non seulement la vie biologique, mais c'est aussi toute l'histoire, c'est toute l'histoire des racines. Et quand on dit racines, et quand on voit ce que c'est qu'un bassin, c'est la même chose. Si jamais vous avez encore la chance, vous l'avez vu, vous l'avez encore la chance d'aller à Lyon, au musée des Confluences, dans une exposition dont j'ai eu l'honneur d'être commissaire scientifique qui s'appelle « Nous, les fleuves », vous allez voir ça. C'est-à-dire la carte des réseaux. La carte des réseaux hydrographiques du monde sur une énorme carte, c'est vraiment notre circulation sanguine. Et nous y serons d'ailleurs avec Eric entre Rhône et Fleuve, entre Rhône et Saône le 29 juin pour lancer. Juste, oui. Je vous dis, moi, je travaille en ce moment avec ma femme qui est médecin vasculaire. Ah bah oui. On s'est rendu compte qu'on a exactement le même métier. Elle, à l'échelle de mon corps, qu'elle vérifie régulièrement. Il semblerait qu'elle veuille que je survive encore un peu. Oui. Et puis l'autre échelle qui est l'échelle d'un bassin hydrographique ou de la planète tout entière. Et c'est exactement la même chose, avec les mêmes questions. Qu'est-ce qui circule? Qu'est-ce que se faire poser un stent? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une dérivation? Etc., etc. Et les eaux souterraines. Exactement. La circulation des eaux souterraines. Et dans les pensées très anciennes du Moyen-Âge, oui. Il y a ce qu'on appelait, et on retrouve ça dans Léonard de Vinci, dont la moitié des cahiers s'intéressent à l'eau. La moitié des cahiers de Léonard s'intéressent à l'eau. Et c'était une vieille pensée du Moyen-Âge, c'est-à-dire la création du corps de l'être humain, c'est à l'image de la création de la planète ou réciproquement. Et ils appelaient ça, de cette formule qui pourrait me faire éclater en sanglots tellement c'est beau, ils appellent ça l'universelle analogie. Alors, cher Eric, parce que je sais que le temps est compté, qu'est-ce que l'on peut... Juste pour une raison. Alors, pourquoi je vais vous quitter? Pour une raison très simple, c'est que j'ai l'honneur d'ouvrir à la salle pétrière toute une suite de concerts qui s'appelle Musique à l'hôpital. Juste, dis-nous, qu'est-ce que l'on peut capter pour nous, enfants, de toi, ce que tu as vu? Donc, dans des pays où, effectivement, où la guerre n'est jamais complètement loin, qu'est-ce que l'on pourrait avoir, nous, comme exemple? Qu'est-ce que l'on pourrait arriver à transposer plus ou moins par rapport à ce que toi, tu as vu? C'est quoi les clés d'une réussite? Alors, d'abord, la bonne échelle. La bonne échelle. Quand on dit, est-ce que tu es pour les bassines, pas contre les bassines, réserve, machin, je dis, où ça se passe? Où ça se passe? Nous, en Bretagne, on n'a pas de nappe phréatique. Il y a des endroits où il y a une nappe phréatique. Il y a des endroits, voilà. Donc, d'abord, où? Dites-moi où. C'est quand même, cette affaire est la revanche de la géographie, quand même. D'abord, parce que, c'est-à-dire le lieu. La géographie, c'est quoi? C'est le lieu, l'échelle et l'interaction. Alors qu'avant, c'était l'histoire. Tu es en train de me dire. Exactement. D'accord. Mais oui, pourquoi on apprenait l'histoire? Parce que c'est la maîtrise de l'homme sur la nature. La géographie, c'est sa revanche.
Donc on est là comme ça et il faut articuler les deux. Donc ça, c'est très clair. Je continue à faire le tour de France des solutions face à la sécheresse. Je reviens de 2 jours en Vendée sur la vallée du Lay, avec toute la bande. Ben, ça n'a rien à voir avec les Deux-Sèvres ou il y a Sainte-Soline. Rien. Rien en technique, rien en gestion de l'eau. Comment ça se passe? Qui décide? Comment ça se passe? Comment ça articule? Qu'est-ce que c'est le dialogue? Qui sont les concernés? Qui sont les associations autorisées, les ASA, les choses comme ça, etc. C'est magnifique de démocratie. Parce que c'est 2 choses. Mais arrête-moi parce que c'est moi. Non, mais vas-y, parce que celui-là est très intéressant. C'est l'échelle de l'espace. À quelle échelle spatiale on décide? Et ça, c'est vraiment assez le micro-bassin. Ça, c'est clair. Et puis aussi, il y a l'échelle du temps. Parce que si tu pompes tout et que 2 ans après, tu n'as plus rien, c'est ça l'affaire aussi, comment ça se passe. Mais avant tout, il y a la connaissance. Et si la connaissance n'est pas partagée, elle sera refusée. Comme c'est des mauvaises nouvelles qui nous attendent, d'autant plus qu'elles doivent être partagées. Et moi, c'est pour ça, c'est pas... si vous balancez un savoir, il sera refusé. Je le vois parce qu'une de mes autres innombrables casquettes, auxquelles je tiens beaucoup, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Si vous n'expliquez pas, vous refusez. Si vous n'expliquez pas encore et encore et encore ce que c'est qu'un vaccin d'ARN, on va vous dire « Ah, ça a été trop vite ». Les mêmes en contradiction qui diront « Comment ? Mais on n'a pas encore de vaccin » ou « Pasteur a manqué le vaccin ». Et les mêmes vont dire immédiatement la phrase d'après, il dit « Ah, mais on n'a pas suffisamment de recul ». Alors je leur dis bah, « Le vrai recul, c'est le repos éternel ». C'est ça, effectivement. Mais on va se donner encore un tout petit peu de temps. Juste, là il est pour toi, il est 16h15, ça te va? C'est bon. Bon. Juste un tout petit mot, Eric. Ces laboratoires de la rareté que deviennent maintenant quand même les fleuves, plus ou moins, hein, on est d'accord, tout dépend des endroits, évidemment. Ces laboratoires de la rareté que peuvent être aussi les aquifères. Mais attends, c'est le laboratoire de la rareté ou du trop? C'est le trop ou le pas assez? Parce que c'est ça la question, c'est plus modéré, c'est plus tempéré. Si on n'en a jamais assez ou trop. Donc comment on articule après les deux? Parce qu'il n'est pas non plus complètement aberrant de se dire quand il y a des ruissellements gigantesques, et ce qui pose le problème de l'artificialisation des sols, bien sûr, quand il y a des ruissellements gigantesques, c'est pas complètement idiot de pouvoir en prélever une partie. Non. C'est pas idiot non plus. Non. Donc ce genre de choses. Donc la question, c'est évidemment l'alerte, c'est évidemment être connaissance, etc., mais pas non plus des positions complètement de principe débiles fondées sur l'ignorance. Oui. Donc je suis malade de ça, de savoir. Et moi, je suis sidéré de voir à quel point, à part quelques experts, mais quand vous participez à des débats, j'ai été parrain du Festival de Cabar il y a 15 jours, et quand même là-bas, les gens ne connaissent pas la dynamique de tous les remontées de l'eau salée. Avec un débat d'ailleurs extrêmement passionnant, de principe. Et alors, comment à partir de principe, on essaye de trouver des solutions? Est-ce qu'on est avec la nature ou contre la nature? Est-ce qu'on accepte la montée de la Méditerranée? Donc la salinisation des sols, donc le changement des populations. Par exemple, s'il y a trop de sel, il y aura moins de flamands. S'il y a moins de flamands, il y a moins de touristes. Mais il y aura plus d'autres oiseaux limicoles. Donc ceux qui sont des vrais amis de la biodiversité sont contents, mais ceux qui sont les amis de la fausse biodiversité, c'est-à-dire la mono-admiration devant les flamands, ne seront pas contents. Vous voyez, c'est ça ces mécanismes-là. C'est ça. C'est pour ça que à chaque fois que vous faites un voyage, à chaque fois vous apprenez quelque chose. Ça fait 30 ans que je travaille sur l'eau, mais je vous assure, à chaque fois je dis ah, mais quand même, t'es débile, tu savais pas ce truc. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de formation permanente que l'eau. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est bien ça, effectivement, il n'y a pas plus de formation permanente que l'eau. C'est ce que je disais à Edgar Morin, avec qui j'ai déjeuné là, il y a 2 jours. 102 ans au mois de juillet. Grâce à l'eau, je vais battre ton record. Oui, ben voilà. Enfin, c'est pas sûr ce que dit ma femme, voire plus haut, médecin vasculaire. C'est ça.
L'art de la complexité, on salue évidemment donc Edgar Morin parce que c'est un homme absolument incroyable. Bon, je